Dans la seconde partie de ce TP, sur les ondes ultrasonores, nous allons examiner les propriétés de réflexion, transmission et dispersion d'une onde. Nous verrons plus particulièrement la réflexion de l'onde ultrasonore sur les objets dans l'air. C'est le principe de l'écholocation qui sert à la chauve-souris pour se diriger. Cet écho, dans l'eau, est le principe de l'échographie et du sonar. Contrairement à la première partie, où nous avions une onde émettrice entretenue, nous allons utiliser des ondes impulsionnelles. L'émission va être limitée dans le temps, une durée brève. On appelle cette émission un train d'onde ou salve. Typiquement, la chauve-souris produit ses trains d'onde par la bouche ou le nez. L'onde va se propager jusqu'au récepteur placé à une distance d. On va pouvoir mesurer le temps de vol, c'est-à-dire la durée entre le début de l'émission et la première réception que l'on pourra enregistrer. Si la vitesse de propagation des ondes dans le même milieu est constante, il sera alors facile, à partir de la mesure temporelle, d'en déduire la distance émetteur-récepteur. Alors au niveau du montage, on va rajouter au générateur de fréquence à 40 kHz un générateur d'impulsion, c'est le boîtier Génépulse. En jaune, vous avez la connectique pour l'émetteur branché sur le générateur d'impulsion. En bleu, la connectique pour l'émetteur. Et donc on va suivre respectivement l'émission sur la voie 1 de l'oscillo et la réception sur la voie 2. Alors qu'obtient-on ? On observe que l'onde transmise a une enveloppe en cloche. On peut régler le nombre d'impulsions dans le train. La durée du train augmente ainsi que l'amplitude. On peut prendre l'image des rides à la surface de l'eau lorsqu'on a lancé une pierre. L'amplitude et le nombre des creux et des bosses dépendraient du nombre et de la masse des pierres. Nous avions montré dans la première partie du TP que les ondes sonores étaient dissipatives. Nous avions alors mesuré le coefficient d'absorption ou d'atténuation. Est-elle dispersive, c'est-à-dire est-ce que les fréquences constituant l'onde se propagent à la même vitesse? La dispersion est vue dans la nature avec les arcs-en-ciel, les vagues, les séismes. La dispersion se détermine expérimentalement. Regardez si vous avez au cours du temps le même nombre d'oscillations sur l'onde reçue tout le long du train d'onde. Toutes les oscillations ont bien la même fréquence, 40 kHz. L'onde sur l'oscilloscope ne se déforme donc pas au cours de sa propagation, elle ne fait que s'atténuer. L'air n'est donc pas un milieu dispersif à 40 kHz. En fait, il faudrait aller au-delà de 10 MHz pour observer ce phénomène. Si l'air était dispersif, dans les fréquences audibles, nous entendrions les sons graves avant les sons aigus. Vérifions tout d'abord que le temps de vol est bien proportionnel à la distance. Dans la zone de champ proche, en dessous de 20 cm, nous avions montré que les ondes étaient sphériques. Vous observez ici un phénomène de battement avec plusieurs réflexions, des allers-retours des ondes entre l'émetteur et le récepteur. Vous pouvez commencer les mesures dans la zone de champ lointain tous les 5 cm. Je vous laisse représenter la distance en fonction du temps et de vérifier que vous avez une belle droite et d'en déduire de nouveau la vitesse de propagation des ultrasons dans l'air. Nous allons nous intéresser maintenant à l'interaction de l'onde avec un objet. L'onde peut être soit réfléchie, absorbée par l'objet, ou bien transmise. Nous avons déjà parlé de l'absorption dans la première partie, c'était la conversion de l'énergie cinétique de la vibration en chaleur due à la friction entre molécules. La transmission suit les lois de la réfraction, identiques à l'optique. La réflexion est soit spéculaire ou diffuse, suivant la nature du matériau et de l'interface. On parle de la réflexion spéculaire, c'est lorsque les lois géométriques s'appliquent. L'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Typiquement, c'est valable dans le cas idéal des monocristaux, des métaux lisses ou des matériaux amorphes comme le verre, les liquides sans particules. Mais, dans la vraie vie, la très grande majorité des matériaux crée de la réflexion diffuse plutôt que spéculaire. Les minéraux et céramiques sont polycristallins. Les liquides contiennent des particules en suspension. Typiquement, toutes les discontinuités de surface doivent être inférieures au dixième de la longueur d'onde, ici environ 800 microns. Les objets dans le TP que nous considérons seront, eux, lisses. Donc nous considérons ici une réflexion spéculaire. On peut quantifier la proportion de l'onde réfléchie ou transmise en calculant l'impédance acoustique des milieux considérés. On la nomme Z. L'impédance traduit comment la vitesse de l'onde varie avec la pression acoustique. C'est un peu la résistance du milieu à sa mise en mouvement. Cette impédance va bien sûr dépendre des masses volumes micro et des propriétés mécaniques des milieux. Pour les liquides et les gaz, on parle de compressibilité, xi. Par exemple, dans l'air, où les molécules sont très espacées, la compressibilité est beaucoup plus grande qu'en liquide. Les ondes de compression sont alors longitudinales. Pour les solides,
où tout est ordonné, c'est le module d'élasticité E que l'on considère. En plus des ondes longitudinales, la propagation se fait aussi par des ondes transverses de cisaillement. Toutes ces valeurs sont des données intrinsèques que l'on peut retrouver dans la littérature scientifique. Ce sont des caractéristiques des matériaux. À partir de l'impédance acoustique et de la masse volumique, on peut alors estimer la vitesse de propagation des ultrasons dans le milieu. Dans les exemples choisis ici, la propagation des ultrasons est plus lente dans l'air et bien plus rapide dans l'acier. Le coefficient de réflexion entre deux milieux 1 et 2 se calcule à partir des deux impédances acoustiques. Donc vous pouvez calculer les coefficients de réflexion pour les différents matériaux, dans une première colonne dans l'air et dans l'eau. Alors on voit tout de suite que dans l'air, quel que soit le matériau, la réflexion est pratiquement totale. C'est l'équivalent à une vague contre un rocher. Il n'y a que 0,1% de transmission de l'énergie ultrasonore. Pour la chauve-souris dans l'air, tous les objets devant elle vont alors se comporter comme des réflecteurs, et donc l'écho va être très important. Pour l'échographie dans l'eau, lorsque l'onde rencontre un solide, comme un os, la réflexion est pratiquement totale. L'écho est très important et l'onde transmise est quasi nulle. Par contre, lorsque l'onde rencontre un tissu mou, comme le muscle, un faible écho est renvoyé. L'onde transmise est importante, elle se propage dans ce milieu hétérogène et un faible écho est renvoyé tout le long de la propagation. L'onde transmise diminue donc durant sa propagation. Nous allons vérifier cela en transmission avec deux émetteurs. Donc je vous donne le schéma de montage qui utilise les deux émetteurs, dont nous allons comparer les réponses sur les voies 1 et 2 de l'oscilloscope. Alors l'émetteur envoie toujours un train d'onde et face à lui, les deux émetteurs sont accolés. Il faut jouer avec la synchronisation de l'oscilloscope en abaissant le niveau de trigger pour obtenir les deux réponses des émetteurs en phase. L'onde incidente, ici, a une pression acoustique qui correspond à 500 mV. Si l'on intercepte l'onde devant un des émetteurs, on voit que la pression de l'onde transmise est de 5 mV. Ça fait donc un rapport de transmission pour la pression de 1%. On doit élever au carré pour trouver l'énergie, ça fait 0,1%. On retrouve ainsi l'ordre de grandeur des calculs précédents pour l'air. Vous passerez successivement les différents matériaux avec différentes épaisseurs. Alors, les questions qu'on vous demande, c'est est-ce que ça suit les attentes théoriques? Voyez-vous un effet de l'épaisseur des plaques? Concernant la différence de temps de vol, on devrait s'attendre à ce que l'onde soit plus rapide dans les plaques que dans l'air. En fait, la différence ΔT est faible, 25 microsecondes si vous faites le calcul pour une épaisseur de 1 cm. Donc compte tenu de la très forte réflexion, nous avons intérêt à travailler dans l'air en mode réflexion. C'est ce que fait la chauve-souris. Elle capte par ses oreilles l'écho des ultrasons réfléchis sur les objets. Donc placez une plaque métallique comme réflecteur devant les deux récepteurs mis de part et d'autre de l'émetteur. Vous observerez que les deux échos arrivent simultanément. Ils ont parcouru le même parcours, c'est-à-dire 2 fois la distance entre l'émetteur et le réflecteur. Donc je vous demande ici de donner une méthode pour estimer la distance émetteur-objet en mode réflexion. Vous disposez de différents objets de plus en plus petits. Observez l'évolution du signal des deux émetteurs lorsque vous les déplacez dans le champ ultrasonore impulsionnel. Pouvez-vous estimer la résolution spatiale des objets? Vous connaissez la longueur d'onde, lambda était d'environ 8 mm. Une chauve-souris peut-elle détecter un objet dont la taille est de lambda sur 2, lambda sur 4, lambda sur 10? La forme de l'objet a-t-elle son importance? La détermination de la forme de l'objet s'effectue de manière angulaire. Les deux récepteurs ne collectent typiquement pas les mêmes réflexions suivant la courbure de l'objet. Pour une surface plane, le récepteur 2 est mieux positionné. En revanche, le récepteur 1 regagne en signal pour une interface courbe. Je rappelle que les angles d'incidence et de réflexion sont toujours définis par rapport à la perpendiculaire ou normale à la surface de l'objet. Pour conclure, au vu de vos expériences, donnez les avantages et les limites des méthodes ultrasonores, non seulement pour localiser des objets, mais aussi pour estimer la taille et la nature de ces mêmes objets. Que permet l'utilisation de deux récepteurs? Que permet une mesure de phase? Que permettrait l'utilisation d'une fréquence ultrasonore plus importante que 40 kHz? Je vous laisse manipuler et bonne réflexion.